À l'analyse maintenant avec vous, Mariam Pirzadeh. Merci d'être là, Mariam, rédactrice en chef ici à la rédaction. Vous avez été notre correspondante plusieurs années en Iran. On va tenter d'y voir un peu plus clair avec vous. C'est-à-dire, c'est ce que vous faites depuis ce matin, parce que la situation est assez confuse entre des déclarations, des contre-déclarations. Que sait-on précisément là au moment où on se parle? On ne sait pas grand-chose, parce qu'il y a eu plusieurs annonces faites à la télévision iranienne et par des officiels iraniens, d'abord assez tôt dans la nuit, parce que c'est arrivé aux alentours de 6 heures du matin en Iran, que l'Iran était attaqué par Israël, par une attaque de drones. Il y a eu des vidéos qui ont corroboré cela, on a vu des éclairs dans le ciel, comme on l'a bien vu dans le reportage précédent. Et puis ensuite, à la télévision iranienne, et des officiels ont indiqué qu'en fait, ce n'était pas si simple que ça, qu'une enquête était en cours, et qu'il apparaîtrait que ces drones aient pu partir depuis le sol iranien. C'est l'une des hypothèses aujourd'hui. Les officiels iraniens parlent d'infiltrer sur le sol iranien. À quoi ils peuvent faire allusion quand ils parlent d'infiltrer? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'ils font allusion à des ennemis extérieurs, internes? Ils font allusion au Mossad, au service de renseignement israélien, qui, par plusieurs actions, ont déjà prouvé qu'ils étaient présents en Iran. Par exemple, le site nucléaire, le site d'enrichissement d'uranium de Natanz, qui est pas très loin d'Ispahan, a été attaqué à 2 reprises. Une fois, ça a été un incendie d'un bâtiment visible, parce que Natanz, il y a une grande partie qui est cachée, donc on ne voit pas, mais il y a une partie visible que vous pouvez voir d'ailleurs lorsque vous passez en voiture, parce que c'est le long d'une route. Donc il y a eu un incendie d'un bâtiment visible. Et puis, il y a une attaque également, un sabotage, qu'ils avaient appelé un sabotage, qui avait provoqué une panne électrique et qui avait un petit peu retardé le fonctionnement donc de cette usine de Natanz d'enrichissement d'uranium, qui est sûrement l'usine liée au nucléaire iranien qui est la plus emblématique, la plus connue, qui a été dévoilée assez tardivement puisqu'elle était secrète. Il y a eu également l'élimination de scientifiques qui étaient liés au nucléaire iranien, notamment Mohsen Fakhrizadeh, qui avait été assassiné en pleine rue en Iran par une explosion. Et donc le Mossad a déjà montré à plusieurs reprises aux dirigeants de la République islamique qu'ils étaient présents sur le territoire iranien. Et là, si cette fois-ci, le drone est vraiment parti depuis le sol iranien, mais il y a aussi une hypothèse qu'il soit parti depuis l'Irak, notamment depuis la partie kurde de l'Irak, c'est un double avertissement pour les Iraniens. Ça veut dire qu'ils sont présents et qu'ils peuvent frapper encore plus fort. Ça voudrait dire qu'on sortirait progressivement de la guerre de l'ombre à laquelle on était presque habitué depuis quelques années. On peut se diriger là vers une confrontation directe, ou c'est une sorte de dissuasion toujours? Où est-ce qu'on place le curseur? Alors, il est compliqué à placer ce curseur, effectivement, mais on voit une sorte de symétrie, si vous me permettez le mot. Alors, tout débute, on va reprendre un peu la chronologie, le 1er avril dernier, lorsque le consulat iranien de Damas est attaqué et que des personnes très importantes des gardiens de la Révolution, qui n'est pas uniquement le bras idéologique de la République islamique, c'est la République islamique, les gardiens de la Révolution, décèdent, dont 2 hauts gradés des gardiens de la Révolution. Et donc, l'Iran réplique 12 jours plus tard, en attaquant donc Israël avec des drones et des missiles, mais en minimisant encore une fois, en disant... Donc, en calibrant, en disant à plusieurs reprises, nous avons prévenu 72 heures à l'avance, nous avons envoyé un message via des partenaires dans la région aux États-Unis pour les prévenir, nous avons un arsenal qui est beaucoup plus développé, qui est beaucoup plus high-tech, et nous ne l'avons pas utilisé, nous avons davantage pour frapper Israël. Et hier, il y a eu une phrase qui est passée relativement inaperçue d'un gardien de la Révolution, qui a indiqué que si jamais Israël frappait les installations nucléaires iraniennes, à ce moment-là, la doctrine de la République islamique sur le nucléaire, eh bien, changerait. En gros, la position officielle de la République islamique, ça a toujours été de dire, nous développons le nucléaire civil, donc pour, par exemple, fabriquer de l'électricité ou autre, mais pas le nucléaire militaire. Donc ça voudrait dire que l'Iran reviendrait sur cette doctrine et annoncerait, en fait, un peu montrer les muscles hier en disant, voilà, peut-être qu'on a la bombe nucléaire, peut-être qu'on a des ogives nucléaires, donc peut-être qu'on peut s'en servir. Ils l'ont annoncé hier, ça. Et ça, c'est quand même un changement de paradigme. Après, quand on regarde ce qui s'est passé, effectivement, ça paraît calibré.
les Israéliens auraient, encore on emploie le conditionnel, parce qu'ils n'ont pas revendiqué comme ils n'avaient pas revendiqué l'attaque sur le consulat iranien de Damas, mais si jamais c'est avéré que ce sont les Israéliens qui ont frappé cette région d'Ispahan, ils ont frappé une base militaire iranienne d'où sont partis des missiles et des drones dans cette attaque donc historique de la nuit de samedi à dimanche en Israël, tout comme les Iraniens avaient frappé la base militaire israélienne d'où étaient partis les F-35, donc les avions américains qui avaient frappé le consulat iranien de Damas. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a une symétrie, une sorte de réciprocité. Maintenant, c'est 2-1. En gros, comment va réagir l'Iran? Est-ce que l'Iran va réagir et annoncer qu'elle a bien été frappée sur son sol par les Israéliens? Le président Raisi, tout à l'heure, s'est exprimé, il n'en a pas fait mention. Donc ça dit quoi, ça, de la position iranienne? Ça dit qu'elle préfère rester dans une forme de retenue, c'est-à-dire répondre pour dissuader, mais tout en ne cherchant pas la guerre, une confrontation directe avec Israël? Alors, il y a un contexte intérieur aussi. Vous avez sûrement des dissensions qui peuvent exister au sein même du système de la République islamique. Vous avez des personnalités très va-t-en-guerre, très conservatrices, qui veulent aller à l'affrontement direct avec Israël, et notamment depuis la sortie unilatérale de Donald Trump sur l'accord sur le nucléaire iranien, en disant on ne peut plus faire confiance aux Américains. Maintenant, il faut qu'on montre les muscles. On s'est montré trop faible. Maintenant, il faut qu'on fasse peur de nouveau. Donc il y a peut-être des dissensions au sein du système, effectivement. Après, on voit quand même depuis 12 jours, enfin depuis cette attaque sur le consulat iranien de Damas, qu'il y a quand même deux musiques à Téhéran. Il y a la musique des gardiens de la Révolution qui, pour la première fois officiellement, ont convoqué cette semaine l'ambassadrice de Suisse, et ce n'est pas un détail, l'ambassadrice de Suisse en Iran qui représente les intérêts américains, alors que d'habitude, c'est le ministère des Affaires étrangères qui convoque les diplomates pour qu'ils soient sermonnés. Donc ça veut dire qu'ils montrent qu'ils gèrent l'Iran, qu'ils gouvernent l'Iran, qu'ils ont la main sur les grandes décisions stratégiques de l'Iran. Donc peut-être qu'il n'y a pas de position encore unanime sur ce qui s'est passé. Est-ce que cette guerre de l'ombre, cette sorte de guerre froide qui existe depuis 45 ans, parce qu'elle existe cette guerre entre l'Iran et Israël, mais elle n'existe pas sur les territoires israéliens ni sur le territoire iranien. Elle existe au Liban, elle existe en Syrie, elle existe en Irak. Qui la mènent, exactement, les proxys, les relais iraniens dans la région qui mènent contre Israël. Vous savez, depuis le 7 octobre 2023, il y a plus d'une dizaine de gardiens de la Révolution qui ont été tués sur le territoire syrien ou libanais. Il y a une base militaire américaine qui a été touchée aussi en Jordanie. Il y a eu 3 militaires américains qui ont été tués au mois de janvier. Régulièrement, les aéroports de Damas et d'Alep sont touchés par des frappes israéliennes pour empêcher les avions iraniens d'atterrir en Syrie, de fournir en armes le Hezbollah ou les proxys dans la région. Donc, en fait, cette guerre de l'ombre, elle existe. Maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'Iran va répliquer? Est-ce qu'on va s'approcher, comme dit Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, du précipice, du moment où on ne pourra pas revenir en arrière? On a face à nous deux pays qui ne veulent pas se montrer faibles, qui veulent se montrer forts, et on ne sait pas comment la ligne rouge va être définie, puisque l'Iran veut redéfinir sa doctrine, visiblement, sa manière de réagir avec Israël. Durant 45 ans, elle s'était toujours mis en tête de ne pas agir directement contre le territoire israélien, et toute cette doctrine, elle a volé en éclats dans la nuit de samedi à dimanche, même si c'est une attaque, effectivement, qui a été arrêtée à 99% selon les Israéliens. Pour la première fois, quand même, les Iraniens ont attaqué le territoire israélien. Donc ça veut dire que toute la doctrine de la République islamique était en train de changer, et l'équation de ces relations est peut-être aussi en train de changer. Et on y sera attentif. Merci beaucoup, Mariam. Merci pour cette analyse et ces